Avant d'y venir, quelques repères, quelques points biographiques, quelques repères chronologiques assez rapidement. Donc Vladimir Baranov-Russinet, c'est un artiste qui est né dans l'actuelle Ukraine, qui à cette époque-là fait partie de l'Empire russe sous le nom de Baranov, qui passe ses années de jeunesse donc à l'école d'art d'Odessa, qui suit cette formation à Odessa jusqu'en 1908, où il est reçu à l'Académie impériale des arts de Saint-Pétersbourg. Donc il part à Saint-Pétersbourg à ce moment-là, il est vraiment inséré dans tout le réseau de l'avant-garde russe de l'époque. Et vous voyez qu'en 1909, ça se passe un petit peu mal, puisqu'il est exclu de l'Académie impériale des arts pour absentéisme. Donc un événement en fait qui lui fait perdre son droit de séjour dans la ville, puisque Baranov-Russinet est issu d'une famille juive, et à cette époque-là, les juifs ont interdiction de séjour dans plusieurs villes en Russie, y compris à Saint-Pétersbourg. Et donc c'est probablement en fait cette exclusion de l'académie qui lui fait perdre son droit de séjour dans la ville, et c'est probablement ce qui précipite en fait son départ pour Paris, pour la France, en 1910. Donc il part en France après être passé par la Suisse, l'Allemagne, donc il fait vraiment un long voyage. Et il arrive donc à l'automne en France, et à ce moment-là, en fait, il change son nom de Vladimir Baranov en Daniel Rossinet. Donc c'est vraiment le nom sous lequel il se fait connaître dans un premier temps en France. Et le nom en fait composé de Baranov-Rossinet sera utilisé un petit peu plus tard, à partir de 1917. Il va mêler les deux noms d'usage, et donc c'est le patronyme qu'on a retenu et qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et en 1915, il quitte Paris au tout début de l'année pour retourner en Russie. Donc je m'arrête là sur les points biographiques, parce que moi je m'intéresse essentiellement au contexte de l'avant-guerre, dont je vais parler ici dans un instant. Donc, entre 1910 et 1915, Baranov-Russinet vit à Paris, puis à Sèvres. Au départ, il est, vous le voyez, fortement influencé par le cubisme, ce qui se retrouve dans des œuvres de l'époque, notamment La Forge, qui est conservée donc chez nous, au Centre Pompidou, où on voit ces tons un petit peu terreux, ces couleurs plutôt sourdes, et évidemment ces formes assez anguleuses, assez cassantes. Et puis progressivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sa peinture va se modifier, va évoluer, notamment au contact du couple Delaunay, donc Robert et Sonia Delaunay, qu'il rencontre avant la guerre. Il va s'insérer un peu dans toute leur communauté artistique et dans ce qu'on appelle la nébuleuse orphiste. Donc l'orphisme, c'est une sorte de courant qui n'est pas vraiment, si vous voulez, un mouvement revendiqué, qui est identifié par Guillaume Apollinaire, qui donne ce terme-là à ces artistes qui ont, vous voyez, beaucoup de points communs entre leurs œuvres. Donc il y a évidemment les Delaunay, mais aussi Kupka ou Morgan Russell, un artiste américain. Et ce sont des artistes qui, vous voyez, se passionnent en fait pour l'étude de la lumière, l'étude de la naissance des couleurs, la recherche un peu comme ça d'un langage lumineux et coloré. Et donc on a beaucoup ces formes sinueuses dans leurs œuvres, et notamment ces cercles bariolés. Et Baranov-Russinet participe lui aussi peu à peu à cette esthétique, parce qu'à partir de 1913, on voit que son œuvre évolue considérablement, et que les coloris qui étaient un peu terreux dans son œuvre vont laisser la place progressivement à des couleurs assez éclatantes, des contrastes lumineux, comme on le voit ici dans cette petite sélection d'œuvres. Et puis l'apparition effectivement des formes circulaires. Donc on voit dans Caprice musical, qui représente des acrobates en train de s'élancer dans l'air. La série Adam et Ève, où on voit ce disque solaire qui est le disque des commencements du monde, ici, qui irradie véritablement toute la scène. Et puis le magnifique Bougie et silhouette, prière du samedi, où on voit ces cierges en fait, dont émane une sorte de lumière comme ça assez spectaculaire, érigée presque au rang de culte, voire divinisée. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans Caprice musical, en fait, vous avez une représentation d'ampoule électrique, puisque vous avez le mot Osram qui est écrit à l'envers sur l'œuvre, qui fait allusion à cette marque d'ampoule électrique. Donc c'est vraiment une œuvre sur l'éclat de la lumière électrique. Et si vous voulez, ce sont des analogies que j'ai retrouvées partout chez d'autres peintres orphistes. Par exemple, l'analogie entre le cercle lumineux et les commencements du monde et la figure d'Adam et Ève, on la retrouve par exemple chez Chagall, dans l'hommage à Apollinaire, où on a comme ça un hermaphrodite qui représenterait Adam et Ève devant un grand cercle bariolé.
On retrouve l'analogie évidemment entre cercle bariolé et lumière électrique chez Sonia Delaunay, les prismes électriques où on a ces contrastes lumineux de couleurs pour rendre compte de l'éclat de la lumière. Et on retrouve ce côté lumière originelle, divinisée, un peu chez Kupka, parce que Kupka, dans ses disques de Newton, c'est une série en fait d'œuvres qu'il a réalisées après avoir étudié la lumière venant de vitraux d'église, donc il y a quelque chose de très sacré, de très mystique, évidemment, chez Kupka. Et ce qui m'a frappé en fait chez Baranov-Rossiné, c'est qu'il y avait cette série d'œuvres qui, à ma connaissance, est tout à fait inédite dans l'Orphisme, qui est la série d'œuvres consacrée à l'Apocalypse, donc que j'évoquais en introduction. Je vous montre ici donc l'Apocalypse verte que vous avez juste derrière. On a le bonheur de pouvoir voir juste derrière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, le cercle de couleurs se change en espèce de vortex cosmique complètement destructeur qui, vous voyez, engloutit les personnages situés au premier plan et les chevaux qui passent au-dessus dans le ciel. On a l'impression que toute cette masse de personnages est véritablement happée dans un tournoiement. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on peut expliquer que le cercle chromatique, qui normalement dans l'orphisme est plutôt associé à la lumière des commencements du monde, devienne ici le contraire, c'est-à-dire la source de la destruction du monde. C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre ici en apportant quelques éléments de réponse. Alors, avant toute chose, une petite présentation de cette série des Apocalypses, dont on a ici le plus bel exemplaire. C'est une série en fait qui comprend plusieurs œuvres. J'ai recensé 3 huiles sur toile, donc l'Apocalypse verte, qui sont nommées en fait selon la teinte dominante dans l'œuvre. Donc l'Apocalypse verte, ici l'Apocalypse bleue. Alors c'est les 2 images d'une même œuvre, mais j'ai pas trouvé de meilleure qualité, donc j'ai associé 2 images pour qu'on se rende un petit peu compte, donc qui est dominée par la teinte bleue, que vous voyez évidemment en arrière-plan. L'Apocalypse brune, je suppose, une œuvre dont je dispose juste d'une reproduction de pas très bonne qualité, mais dont j'ai entendu parler un petit peu dans mes recherches. Et puis beaucoup d'esquisses de gouache sur carton, esquisse numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc vous voyez que c'est toujours un petit peu le même mode de composition qui se retrouve dans toutes les œuvres. De nombreuses œuvres préparatoires aussi, portant sur des personnages précis qui sont au premier plan. Donc vous voyez une étude de tête d'homme et cheval, et puis cet homme qui est un petit peu en torsion, qui a fait l'objet d'études particulières, et puis une petite gouache sur papier qui est la toute première œuvre de la série, qui est datée donc extrêmement tôt, en 1909, qui montre que c'est une série qui a été longuement réfléchie par l'artiste, et vous voyez que la composition a été modifiée au fil de cette réflexion, au fil du temps. Je vous propose de nous pencher donc directement sur ce disque qu'on voit à l'arrière, sur ces disques même qu'on voit à l'arrière de cette composition, en se demandant qu'est-ce que finalement représente ce disque. Assurément la lumière, probablement celle du soleil, si on en croit cette esquisse préparatoire. Alors on ne sait pas vraiment si c'est un soleil couchant ou un soleil qui se lève. En tous les cas, on constate qu'au fil des versions, le soleil a véritablement gagné en puissance, en luminosité, pour envahir tout l'espace de la composition. Il est représenté, vous le voyez ici, sous la forme d'un petit noyau central violet, d'où vont émaner des rayons de toutes les couleurs, mais aussi d'autres cercles. On a vraiment cette impression d'une lumière qui se répercute un petit peu en ondes, un double mouvement donc vers le spectateur, comme ça, de rayonnement, et en même temps un mouvement aussi de déplacement de la lumière à l'horizontale. Donc Baranov-Rossiné, très clairement, se rapproche ici de ce que font les Delaunay à cette époque-là, dans la représentation de la lumière, où on a aussi ces cercles imbriqués les uns dans les autres, chez Sonia Delaunay, et puis chez Robert Delaunay, la représentation du soleil sous la forme d'un cercle qui, à nouveau, dont la luminosité et les couleurs s'assourdissent autour dans d'autres demi-cercles qui vont devenir en teinte un petit peu plus pastel. Alors la puissance ici de la lumière est suggérée évidemment par ces couleurs qui sont extrêmement vives, des tons très très clairs, très purs, mais aussi par les gestes des personnages que vous voyez donc disposés au premier plan, qui ont des gestes comme ça d'aveuglement en fait. Ce qu'on voit avec ce personnage féminin, on a l'impression qu'elle se protège les yeux d'une lumière qui serait beaucoup trop forte, ou le personnage en jaune juste à droite qui est pris de torsion, comme si on avait une lumière et une chaleur proprement insupportables.
Vous voyez d'ailleurs que c'est des personnages qui ont des gestes très exagérés, très inspirés en fait des représentations de la Renaissance, de Michel-Ange. On retrouve beaucoup ça dans la représentation ici de ces personnages. Dans tous les cas, on a vraiment l'impression de voir des hommes et des femmes brûlés véritablement par la lumière. Alors au-dessus passent 3 cavaliers de l'Apocalypse, et non 4 d'ailleurs, dont l'un est affublé en fait d'une trompette. Je ne sais pas si vous le voyez, donc juste au-dessus du cercle violet, on voit un personnage qui joue une sorte de trompette très stylisée, donc attribut assez caractéristique de ce genre d'iconographie. Et eux aussi, en fait, les chevaux ont l'air d'être véritablement broyés et confondus même dans la lumière. Vous voyez que ce cercle, par exemple, va épouser ici le corps du cheval. Ici, même chose, l'élan en fait, du cheval va épouser la courbe du cercle solaire, et même chose ici avec cette crinière du cheval qui se confond avec le cercle en arrière-plan. Donc eux aussi ont l'air d'être véritablement happés par cette lumière, en passant comme ça donc de droite à gauche, et ils ont des yeux véritablement et des gueules grandes ouvertes, comme s'ils étaient complètement apeurés en fait. Ces chevaux ont vraiment des attitudes assez étranges. Donc si on résume, ce qui est représenté ici dans cette œuvre, c'est véritablement une apocalypse causée par un véritable déluge de lumière, donc un soleil brûlant, aveuglant, tournoyant sur lui-même, qui viendrait se répandre comme ça sur la Terre. Alors évidemment, on peut, dans une certaine mesure, rapprocher cette iconographie du texte biblique sur l'Apocalypse, parce qu'il est fait mention à un moment, parmi tous les fléaux qui se répandent sur l'humanité, d'un soleil dont la chaleur deviendrait brûlante, et donc qui répandrait en fait du feu. Mais en fait, en regardant en détail, c'est une source qui, si vous voulez, ne suffit pas, à mon sens, à expliquer toute cette œuvre, parce qu'il y a quand même beaucoup de libertés qui sont prises par l'artiste vis-à-vis du texte religieux, notamment parce que les cavaliers, vous le voyez, sont au nombre de 3 et non de 4, que généralement dans les représentations de l'Apocalypse, en fait, les chevaux ont des codes de couleurs très précis, donc il y a un cheval vert, un cheval rouge, etc. Ce qu'on ne retrouve pas vraiment ici. Et puis le soleil, dans le récit biblique de l'Apocalypse, devient brûlant mais s'éteint. C'est plutôt un soleil qui meurt, et l'humanité est plongée en fait dans le noir et dans l'ombre. Donc c'est pas vraiment un déluge de lumière, c'est plutôt le contraire en fait dans le texte. Donc cette iconographie du déluge de lumière m'a semblé particulièrement originale, et j'ai vraiment cherché, mais j'ai pas trouvé d'équivalence dans la peinture de cette époque d'Apocalypse qui serait comme ça représenté sous la forme d'un soleil destructeur. J'en ai pas vraiment trouvé, mais j'en ai trouvé dans un tout autre domaine que la peinture qui m'a intéressée dans mes recherches. J'en ai trouvé dans les illustrations de récits de science-fiction de l'époque. Alors à l'époque, on ne parle pas de science-fiction, on parle d'anticipation, récits d'anticipation. Alors évidemment, c'est des images qui sont stylistiquement très éloignées de ce que fait Baranoff-Rossiné, mais il y avait un certain nombre de similitudes, si vous voulez, qui étaient assez troublantes et qui donnaient matière à réfléchir. Donc pour apporter quelques éléments de contexte, en France, la fin du 19e et le début du 20e siècle, c'est vraiment l'âge d'or de ces récits d'anticipation. Donc c'est un genre littéraire qui comprend des romans qui sont parfois et même souvent illustrés, qui sont aussi parfois publiés sous forme de petites nouvelles dans la presse, donc numéro après numéro, et une grande partie de ces récits d'anticipation portent justement sur la fin du monde. Alors à cette époque-là, le motif qui domine dans cette présentation, c'est vraiment le motif que vous voyez ici de la comète, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi un autre motif qui domine dans ces récits, c'est le motif du déluge de feu, justement, en raison d'une chute du soleil. Alors c'est toujours un peu les mêmes scénarios, c'est-à-dire qu'un astre vient frapper le soleil et le décroche entre guillemets de sa trajectoire et grossit en fait le soleil, qui devient complètement destructeur et qui cause la fin de l'humanité sous un déluge de lumière. Donc évidemment, c'est particulièrement ces récits-là qui m'ont intéressée. Exemple ici avec le déluge de feu, un récit donc de Victor Forbin qui paraît dans le Journal des voyages et qui montre en fait l'apparition dans le ciel d'une étoile rouge qui finit par entrer en collision avec le soleil, ce qui a pour conséquence une augmentation de la taille du soleil qui est multipliée par 8
et de la lumière et de la chaleur forcément du soleil, donc l'humanité périt dans des flammes sous l'action de rayons solaires devenus complètement surpuissants. Vous voyez que c'est un récit qui sur la couverture est illustré par un illustrateur, un dénommé Dovron, qui représente magnifiquement ce soleil destructeur qui vient derrière l'Arc de Triomphe et qui vient broyer, vous voyez au premier plan, chevaux et hommes comme ça mélangés en tas, un peu comme dans la composition finalement de Baranov-Rossiné. Ce qui m'a intéressé aussi beaucoup, c'est cette statue qu'on voit sur le côté droit. Alors on voit pas ma souris, mais vous voyez cette statue du cheval qui a l'air de s'arquer en fait devant la lumière, comme s'il était véritablement choqué par la puissance de cette lumière. Alors, bien évidemment, je ne prétends pas que Baranov-Rossiné a vu cette représentation et qu'il s'en est directement inspiré, mais ce sont des images qui circulent et qui font partie de ce qu'on appelle à ce moment-là l'imaginaire collectif ou la culture visuelle, en fait, tout simplement d'une époque. Donc, il faut toujours s'imaginer que les artistes ne vivent pas en vase clos, mais vivent dans un monde ils sont entourés aussi d'images, et que ces images, forcément, influencent aussi leur représentation de manière consciente ou non, et donc influencent leur manière tout simplement de faire de l'art. Autre exemple de déluge de lumière, le récit de Théophile Moreux, Le Soleil Noir, donc même scénario, un soleil noir percute le soleil qui le décroche et tout cela finit dans une orgie de lumière et de chaleur, donc quasi le même scénario, et une boule de feu comme ça qui arrive, qui surgit à nouveau derrière l'Arc de Triomphe ici, qui provoque une clarté proprement aveuglante, mais aussi un rougissement du ciel, des éclairs, etc. Donc en fait, ce qui m'intéresse davantage que le scénario, qui souvent est assez répétitif dans ces récits, c'est de montrer qu'est-ce que ces peurs eschatologiques disent de l'époque dans laquelle elles s'inscrivent. Et les représentations de fin du monde se nourrissent des angoisses du présent. C'est pas seulement une peur du futur, c'est souvent un exutoire aussi pour un moyen d'amortir un choc ou une peur qui concerne en fait surtout le monde d'aujourd'hui. Et justement, en fait, dans tous ces récits d'anticipation, très souvent, on trouve des allusions, des comparaisons avec des problématiques contemporaines. Par exemple, dans le texte de Théophile Moreux, on retrouve beaucoup la comparaison avec des phares. Les étoiles dans le ciel, à un moment, sont comparées à des phares lointains. Et puis, je vous ai mis ici cet extrait des derniers instants spectaculaires qui précèdent la destruction du monde. Et Théophile Moreux les décrit en ces termes. Partout, ce n'est que flamboiement. Au-dessus de l'horizon, le grand astre aveugle reflète les rayons du soleil disparus au couchant. Chaque jour, son disque s'élargit. Dans l'abîme céleste, les planètes brillent comme autant de phares géants. Donc cette comparaison est utilisée à plusieurs reprises dans le texte. On s'aperçoit de cette façon que le motif du déluge de lumière n'est pas seulement une projection imaginaire, une sorte de scénario du pire. Pour les Parisiens de cette époque, ça fait écho à une réalité quotidienne, pour le moins perturbante, qui est l'arrivée dans les grandes villes, et donc notamment à Paris, des premières automobiles, qui marquent véritablement la fin d'un monde à ce moment-là et le commencement d'un nouveau monde. Alors pour le comprendre, on va faire un petit détour par le tout début de l'année 1913, donc année probable de la réalisation de ce cycle des Apocalypses de Baranov-Rossiné. Voici ce qui s'est passé le 11 janvier 1913 dans Paris, une foule massive qui assiste à un enterrement d'un genre très étrange. Ce sont les adieux en fait, qui sont faits au dernier omnibus hippomobile, donc tiré par des chevaux, définitivement supprimé cette année-là de la compagnie des transports publics parisiens pour être remplacé par des autobus. Donc vous voyez que les passants en fait, ont escorté ce dernier omnibus pour son dernier voyage, avec même cette touchante petite affiche remerciant le cheval pour ses bons et loyaux services. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait cet enterrement avait été organisé par le magazine L'Auto, qui a été donc Auto, qui a été créé il y a quelques années à ce moment-là. Donc c'est vraiment le passage de relais en fait entre l'hippomobile et l'automobile, donc les clubs automobiles de France. Voilà, je vous ai mis ici une photographie de ces omnibus tels qu'ils se présentaient au début du XXe, et ils sont donc progressivement remplacés par ce que vous voyez à droite, donc ces autobus qui circulent. Alors quel est le lien entre tout ça et les récits de fin du monde par déluge de lumière que j'évoquais juste avant, et quel est le lien entre ça et la série des Apocalypses de Baranov-Rossiné?
Pour commencer, en fait, la disparition du cheval, qui est progressivement remplacé par des automobiles, si vous voulez, c'est pas simplement pour l'époque une avancée technique, c'est véritablement un changement anthropologique absolument majeur, parce que ça met fin à des siècles, plusieurs siècles en fait, de déplacement, de traction hippomobile, et la disparition du cheval à cette époque-là, c'est la fin d'un monde, c'est véritablement la fin d'un monde, d'un certain monde. Et deuxièmement, les conséquences en fait, de cette disparition du cheval vont au-delà d'un changement dans les modes de déplacement, mais concernent aussi la lumière, parce que ces nouvelles voitures complètement rutilantes qui font progressivement leur apparition étaient dotées de phares à acétylène extrêmement puissants, qui, à leur début, ont causé un certain nombre de problèmes dans la circulation dans l'espace public. Et le déluge de lumière tel qu'on le retrouve dans les récits d'anticipation vient en partie de ces voitures. L'éblouissement en fait, causé par les phares des voitures causait au début beaucoup d'accidents au moment où elles cohabitent pendant certaines années avec les chevaux. Donc des accidents avec les passants, mais aussi avec ces chevaux qui vous voyez dans cette illustration de cette lithographie de William Lapara, causaient des problèmes d'éblouissement où les chevaux s'arquaient complètement sous la lumière des voitures, étaient complètement brusqués, angoissés par ces rencontres avec les voitures. Donc on le voit dans cette illustration, même chose dans ce texte de Rosny Aîné, dont le titre est assez révélateur, hein, Les yeux du feu, et qui porte donc sur la puissance et la violence des nouveaux phares des voitures. Et vous voyez que l'illustration qui accompagne ce texte montre à nouveau cette rencontre singulière entre la traction hippomobile et l'automobile. Alors vous avez le cocher qui est véritablement ébloui, qui met sa main comme ça dans les yeux pour se cacher le visage, tandis que le cheval semble marquer une sorte d'arrêt. Et la légende en dessous donc, dit ceci: et voici les yeux les plus éblouissants, les phares de l'auto. La nuit, dans la campagne mystérieuse et silencieuse, les bêtes s'enfuient effarées, d'autres sont attirées par ce resplendissement mortel. Les chevaux se cabrent ou restent plantés sur leurs pattes comme pétrifiés. Les cochers aveuglés se voilent la face. C'est la vie moderne qui passe, triomphante. Conclusion, donc l'apocalypse par la puissance lumineuse qui éblouit, qui broie, qui ravage tout sur son passage, est véritablement chargée à la fois de ces expériences-là, mais aussi de ces représentations. Et on note d'ailleurs l'importance en fait conférée aux chevaux dans les images, ici l'image du récit de Victor Forbin, et évidemment, bien sûr, dans l'œuvre de Baranov-Rossiné. On a ces trois chevaux de l'Apocalypse, certes, qui passent ici en haut dans le ciel, et qui eux aussi, en fait, ont l'air d'être complètement broyés par la lumière, mécanisés en quelque sorte. Donc, on ne voit pas des bêtes ici qui sont triomphantes, à mon sens, mais plutôt des animaux qui sont complètement apeurés, qui sont pris dans une course, qu'ils terminent d'ailleurs en bas, eux aussi, dans une sorte de... Enfin, ils finissent eux aussi morts à cause de la lumière. On a un cheval mort en tout premier plan qui se mélange à la foule des hommes, et un cheval qui est véritablement ici vaincu par la lumière, par cette vie moderne qui passe triomphante, ces phares qui représentent la violence de l'éclairage électrique, mais aussi de la vitesse à ce moment-là proprement désarmante. Alors tout ceci, bien sûr, n'épuise pas le sens de la série des Apocalypses, ne résume pas entièrement cette série, et pour rester absolument précise, je ne prétends pas ici que Baranov-Rossiné représente directement et consciemment des chevaux broyés par des phares de voiture, mais qu'il a été aussi traversé par toutes ces images de son époque et qu'il vivait aussi un moment de l'histoire. Donc, il a été tributaire de ce qu'il voyait, notamment dans la presse, dans les illustrations. Et donc représenter en peinture des chevaux comme ça, broyés par la lumière, à Paris au début du XXe siècle, c'est une image qui est forcément chargée en fait, de toute cette histoire et de toutes ces connotations. Alors, le motif du déluge de lumière, de l'apocalypse causée par un déversement de lumière, n'est pas seulement l'apanage des romans de science-fiction et des illustrations de la presse parisienne, c'est aussi un motif qui est très important au sein du symbolisme russe, depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, c'est à mon sens une autre grande source probable de cette série des apocalypses, dont je vais parler à présent. Alors, je me concentrerai essentiellement sur un personnage qui est Alexandre Scriabine, donc, qui n'est pas un peintre mais un pianiste, un musicien, un compositeur russe, né à Moscou en 1871 et mort en 1915 dans la même ville.
assez jeune, donc d'une mort accidentelle. Au début de sa carrière, en fait, c'est un pianiste très influencé par exemple, la musique de Chopin. Au tout début de sa carrière, et puis progressivement, à partir de 1904-1905, il va se mettre à évoluer vers un style beaucoup plus personnel. Il fait de nombreux voyages avant la guerre, donc il quitte la Russie, voyage notamment à Paris, à Bruxelles, et puis il retourne définitivement en Russie à partir de 1909. Et il est très influencé par les milieux ésotériques européens, notamment par la théosophie. C'est vraiment une personnalité très étrange. Scriabine, très mystique, et tous les gens qui l'ont côtoyé, en fait, quand on lit les témoignages sur Scriabine, on voit qu'il avait l'air vraiment habité par des vérités métaphysiques que lui seul pensait détenir, et comme on va le voir, il devient véritablement obsédé par la question de la fin du monde. Et très vite, cet intérêt, en fait, va se retrouver dans sa musique. Alors, comme je le disais au début, il est influencé plutôt par une musique romantique, par la musique de Chopin, et progressivement, en fait, il se met à imaginer des spectacles musicaux d'un genre tout à fait nouveau. Et entre 1908 et 1910, il compose un spectacle qui s'appelle Prométhée ou le poème du feu, qui est en fait une pièce musicale qui semble a priori classique, composée pour un orchestre, un piano soliste et des chœurs. Mais l'originalité en fait de ce spectacle, c'est qu'il a ajouté une autre partition, nommé Luce, et qui était destiné à un instrument à part, qui était un clavier de lumière, un clavier à lumière qui était supposé en fait accompagner la musique de projections colorées qui se seraient faites peut-être sur un écran ou peut-être au plafond sous forme en tous les cas de faisceaux lumineux. Donc voici un petit peu le détail de l'appareil imaginé par Scriabine. Donc vous voyez que c'est assez rudimentaire avec ces ampoules qui possiblement projetaient ces lumières au plafond. Et lors de la première représentation complète de ce spectacle, donc avec les projections lumineuses, qui s'est faite à New York en 1915, les projections ont été faites en fait sur un écran finalement, donc un petit peu différent de ce qu'avait imaginé le compositeur. Mais c'est vraiment en fait un des premiers spectacles de son et lumière qui s'inscrit dans cette tentative qui intéresse beaucoup d'artistes depuis le 19e siècle, d'associer la musique et les couleurs. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce spectacle, ce sont les annotations qui sont placées sur cette partition destinée au clavier à lumière. Parce qu'on décèle en fait dans les annotations de Scriabine toute son obsession pour une fin du monde vécue comme un grand déluge de lumière. Et en fait, Prométhée ou le poème du feu raconte ça, c'est véritablement une ode à la lumière et l'idée que la lumière se transformerait en feu purificateur qui viendrait envahir et causer une fin du monde purifié comme ça par le feu et par la lumière. Et donc dans ces annotations, voici ce qu'on lit à la fin du spectacle. Les flammes se déversent, torrent de feu, tonnerre de feu. Il est question également d'une lumière aveuglante. L'incendie embrase le monde, cataclysme, tout est en feu. Donc le spectacle est vraiment sous-tendu par un motif apocalyptique, représenté ou associé à ce clavier de lumière qui aurait permis de rendre visible, en fait très concrètement, cette orgie lumineuse de la fin des temps. Donc on voit déjà le thème du déluge de feu et de lumière qui traversait une grande partie de la culture visuelle de l'époque, qui se retrouve aussi dans ce type de représentation. Alors je vais faire le lien évidemment avec Baranov-Rossiné dans un instant, mais je termine d'abord avec les projets de Scriabine, parce qu'il n'en est pas resté à ce spectacle, et jusqu'à la fin de sa vie, il a travaillé à une immense pièce musicale, encore plus monumentale, qui s'intitule Le Mystère, et à laquelle il attribuait la possibilité même de causer la fin du monde, de provoquer la fin du monde. Il commence à réfléchir à cette œuvre à partir de 1903, mais ça devient sa grande obsession à partir véritablement de 1909. Alors c'est très difficile de décrire ce projet qui évidemment n'a jamais été réalisé, qui est un projet un peu fou, hein, il faut quand même le dire, qui est d'une ambition vraiment démesurée, assez colossale. En fait, le Mystère, c'est censé être un immense spectacle prévu pour une durée de 7 jours et qui devait avoir lieu dans un bâtiment conçu à cet effet par Scriabine. Donc je vous montre ici l'esquisse de ce bâtiment qui devait être circulaire et qui devait être une sorte de temple un peu finalement. Donc ils utilisent donc ce dessin et c'est conçu comme un projet polysensoriel total dans lequel il ne devait pas y avoir de spectateurs mais uniquement des participants. Ce sont vraiment les notations laissées par le musicien ici.
Et donc on ne devait pas assister à ce spectacle de manière passive, mais chacun devait y concourir avec Scriabine au centre, en véritable prophète comme ça. Donc c'était véritablement un art presque liturgique. Et la pièce se composait en fait d'une association de toutes les formes d'art possibles. Donc il devait y avoir des chants qui évidemment représentent la musique, la musique aussi composée pour un certain nombre d'instruments, un texte poétique qui représente ici donc la littérature, la poésie, rédigée par Scriabine, des projections lumineuses, comme dans Prométhée, donc qui représentent les arts visuels, mais aussi des sollicitations olfactives, parce qu'il était censé mettre de l'encens en fait, tout autour dans la salle pour que les spectateurs respirent, enfin les participants respirent différents parfums. Et également des danses, parce que les participants étaient invités à danser. Et également, il est question de caresses. Donc, il y a presque une dimension sexuelle, en fait, dans ce spectacle, qui devait aussi solliciter le sens du toucher. Et quel est le but de tout ça ? C'est de provoquer la fin du monde. Alors, c'est un projet qui paraît complètement étrange et farfelu. Et pour le comprendre, on peut s'appuyer sur un témoignage qui est magnifiquement écrit et très très clair, de Boris de Schlutzer. Donc, c'est un écrivain qui était très proche de Scriabine. Et voici ce qu'il écrit à son sujet dans ses mémoires, donc publiés, c'est dans les années 20. L'attente de l'apocalypse, le sentiment d'une fin prochaine furent communs à de nombreux mystiques, mais ils atteignirent rarement chez eux une acuité et une tension comparable à celle qu'ils eurent chez Scriabine, surtout dans les dernières années de sa vie. La croyance en la fin prochaine du monde, en un achèvement rapide de l'histoire de l'univers, était si ancrée en lui, si inébranlable, que par moments, au cours d'une conversation, les personnes qui avaient l'habitude de parler de ces choses d'une façon abstraite et théorique se sentaient gênées et même effrayées. Lorsqu'il abordait cette question, ses paroles avaient une résonance étrange, inusitée dans la bouche d'un homme du XXe siècle, habillé comme nous tous, pensant et sentant comme nous dans tous les autres domaines. Ceux qui le connaissaient peu pouvaient effectivement avoir l'impression qu'il n'était pas sincère, qu'il jouait un rôle, ou bien qu'il ne fallait voir dans ses paroles que des images poétiques qu'on devait comprendre dans un sens particulier et non à la lettre. Mais en réalité, Scriabine ne fut jamais plus sincère, simple et spontané que dans les moments où il annonçait avec certitude l'approche et l'inéluctabilité d'une catastrophe mondiale et de la transfiguration de l'homme. Scriabine croyait que l'approche de la fin dépendait de lui, du fait qu'il serait en état de soulever le fardeau terrible qui, dans le cas contraire, incomberait à quelqu'un d'autre, auquel cas l'univers connaîtrait un sursis. Par quels moyens Scriabine comptait-il parvenir à ce but ? Pour lui, ces moyens se réduisaient à un seul, l'art. Dans son plan initial, le mystère s'achevait par la représentation de la fin du monde, par un incendie universel, et cette image devait provoquer une catastrophe mondiale réelle. Le 7e jour était le dernier, par les sortilèges de l'art total, l'homme et la nature tout entière auraient atteint en peu de temps le niveau d'existence le plus proche de l'unique. L'univers se précipiterait dans l'abîme ensoleillé de l'extase. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici ? C'est qu'en fait, avec son spectacle, Scriabine pensait pouvoir provoquer une sorte de grande extase collective qui provoquerait véritablement la fin du monde et de l'humanité, pour lui permettre finalement de renaître sous une forme moins matérielle, plus élaborée. Donc l'idée, en fait, c'est de faire vivre une expérience tellement intense que l'enveloppe corporelle, matérielle du monde serait complètement dissoute. Et cette rhétorique apocalyptique, elle s'entremêle avec la question de l'association de tous les arts. C'est l'idée qu'en faisant l'expérience de tous les arts en même temps, on comprend finalement que le même esprit est au cœur de chaque art et qu'il est vain en fait, d'essayer de les répartir en différentes formes matérielles. Que la partition matérielle des différentes formes d'art n'a pas lieu d'être et l'association de tous les arts aurait comme ça le pouvoir de déclencher une sorte d'immense feu sacrificiel détruisant le monde matériel et provoquant la fin du monde matériel. Et tout le livret en fait, du mystère, c'est-à-dire le poème qui a été composé par Scriabine pour accompagner la musique, qui a été conservé, dont le début a été conservé, chante véritablement les louanges de cette apocalypse positive. Donc c'est ce qu'on voit ici, l'heure du jugement a sonné, tu t'es éveillé en nous, nous volons vers les cimes, vers l'aurore flamboyante. Allume-toi, temple sacré à la flamme des cœurs, allume-toi, deviens saint incendie, et dans l'étincellement somptueux du dernier épanouissement, disparaissons, dissolvons-nous. Donc toute la pensée apocalyptique de Scriabine peut se comprendre comme une véritable fascination pour ce saint incendie, un feu dévastateur qui viendrait donc détruire et dissoudre l'enveloppe matérielle des choses pour réunir l'humanité comme ça dans une grande communion, pour tout fondre dans la lumière. Alors j'en reviens à Baranov-Rossini pour terminer. Quel est le lien entre tout ça et la série des Apocalypses ? Quand j'ai commencé mes recherches,
il m'est apparu en fait que l'Apocalypse selon Scriabine avait beaucoup de points communs avec l'Apocalypse selon Baranov-Rossiné. Parce que ce qu'on voit en fait dans cette série, c'est un petit peu ça. C'est une lumière qui est puissante, qui est absorbante, qui est peinte en faisceaux colorés, donc comme les faisceaux colorés qu'on avait dans le spectacle Prométhée, par exemple, et qui vient raser l'humanité en la transformant en lumière. Si on regarde à nouveau les chevaux, vous voyez que ces chevaux, ils semblent perdre un peu de leur consistance physique. Ils semblent se transformer, comme on l'a vu tout à l'heure, en cercles colorés. Ils viennent se fondre véritablement dans l'arrière-plan et dans les cercles de lumière. Et c'est un peu la même chose avec les humains, qui ont l'air d'être comme ça avalés par le cercle de lumière jusqu'à ce que leur corps se transforme en une sorte de matière caoutchouteuse, malléable. Vous voyez, il y a des formes qui sont même plus véritablement identifiables comme des corps humains, et ils viennent eux aussi se changer un peu en pure lumière. Et je me suis dit que visuellement, il y avait des correspondances à trouver entre les obsessions de Scriabine et ce que représente Baranov-Rossiné. D'autant que Baranov-Rossiné en fait partage de nombreuses passions avec Scriabine, et notamment la question de la correspondance peinture-musique. On connaît bien ce piano optophonique qui a pour but à nouveau d'associer la musique avec des projections colorées. On a un exemple ici de ces cercles qui étaient censés être placés dans le dispositif de projection du piano. C'est véritablement ici une continuation en fait du clavier à lumière mis en point par Scriabine, cette idée d'associer les arts. Et dans le manuscrit qui est écrit par Baranov-Rossiné au moment où il met en place le piano optophonique, il est question justement de Scriabine, qui est mentionné par Baranov-Rossiné en expliquant donc de grands artistes tels que Léonard de Vinci, Jean-Sébastien Bach et Scriabine ont été tentés par l'association de la musique et de la couleur. Alors on pourrait se dire que tout ceci est beaucoup plus tardif, mais pas vraiment, parce que en fait Baranov-Rossiné s'intéresse aux correspondances entre peinture et musique bien avant la guerre, quand il réside à Paris entre 1912 et 1913. Il y a des témoignages d'artistes qui disent que Baranov-Rossiné était tout le temps en train d'essayer de montrer l'appareil de projection lumineuse qu'il avait inventé, et que tout le monde n'en pouvait plus de lui et de ses histoires de correspondance, etc. Donc il y a des témoignages qui existent, qui attestent un peu de l'existence de ses recherches sur les correspondances avant la guerre, et on le voit aussi dans sa peinture, comme dans Caprice musical, que je vous ai montré tout à l'heure, où vous voyez que en fait, il y a des partitions de musique qui sont inscrites comme ça à même l'heure. Donc, est-ce que Baranov-Rossiné ne serait pas habité par la même conception d'une fin des temps comme spectacle de lumière, provoqué par la correspondance entre les arts et notamment l'association peinture-musique? Quand on fait de la recherche, le plus grand bonheur qu'on puisse avoir, c'est d'avoir une intuition, une idée, et d'un coup de tomber sur la preuve qui en fait montre qu'on avait raison. Et ça a été le cas pour moi, puisque j'ai finalement, longtemps après avoir mené ces premières recherches, trouvé dans un article publié dans une obscure revue américaine ces dessins qui sont faits par Vladimir Baranov-Rossiné et qui sont toujours en possession donc, de la famille de l'artiste, ça m'a été confirmé, qui représentent des compositeurs. Vous voyez à gauche Rachmaninov et à droite Scriabine. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le portrait de Scriabine est dédicacé par Scriabine à Baranov-Rossiné sur l'œuvre, et c'est inscrit à Scriabine, donc Alexandre Scriabine, aux musiciens des couleurs. Et c'est véritablement l'écriture de Scriabine, ça a été authentifié par tous les plus grands spécialistes du compositeur. Donc en fait, ils se sont rencontrés. Scriabine et Baranov-Rossiné, en tous les cas, ce portrait et cette dédicace de Scriabine en attestent. Et en prenant un peu leurs deux calendriers, j'ai essayé de comprendre à quel moment ils ont pu se rencontrer. Et je pense que c'est donc au début de l'année 1909, parce que c'est un moment où Baranov-Rossiné est encore à Saint-Pétersbourg, et où Scriabine donne un concert à Saint-Pétersbourg. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure en fait de l'existence de ce portrait, de cette dédicace? Plusieurs choses. D'abord que Baranov-Rossiné s'intéressait à Scriabine très très tôt. Deuxièmement qu'ils se sont rencontrés, ils ont probablement échangé sur la question des correspondances, peinture-musique, puisque Scriabine appelle Baranov-Rossiné le musicien des couleurs. Et donc troisièmement que cette rencontre a eu lieu assez tôt. De toute façon, Scriabine est mort en 1915, donc c'est forcément dans les années probablement donc d'avant-guerre, et probablement, comme je le disais, au début de l'année 1909, qui est justement
l'année de la première gouache de la série des Apocalypses. Donc je pense que la série des Apocalypses, si vous voulez, est fortement inspirée en fait, des fascinations apocalyptiques de Scriabine, et que c'est très probablement Scriabine qui a donné peut-être l'idée de représenter un cycle autour de l'Apocalypse à Baranov-Rossiné. Et ça éclaire aussi significativement cette série parce qu'il s'agit bien d'un déluge de lumière et de couleurs au sens scriabinien du terme, donc peut-être la représentation de ce cataclysme souhaité par le musicien, une union de chacun des arts, qui chacun composerait comme ça une branche ou un faisceau de cette grande roue destructrice et qui transfigure comme ça la matière en lumière par le biais du feu apocalyptique. Voilà, je vous remercie de votre attention.